Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 386e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinéen, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 386e édition, nous avons retenu pour thème éthique et fonctionnement des institutions. Pour avoir cette émission d'une grande portée, puisque la question de comportement, nous avons à la fois le plaisir et le privilège d'accueillir un habitué d'émission, un confrère, un professeur à l'université, un ancien président de l'OCPA. Je veux citer le professeur Lucner Duval. Professeur Duval, bienvenue à votre émission. Merci, chers confrères. Je salue les téléspectateurs et je vous remercie pour cette invitation qui va nous permettre d'élargir l'audience sur un thème qui sera toujours d'actualité, toujours de grande importance. Merci. On prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit les inscriptions à son local de 9h à 4h PM. L'Ordre organise chaque mois un événement sous le label Jeudi mensuel. Et cet événement qui est ouvert au grand public, aux membres de l'Ordre dans le cadre de la formation continue, traite de sujets d'importance tant pour les experts comptables que pour le monde des affaires en général. L'Ordre organise aussi des séminaires et, sur demande du public, l'Ordre peut aussi avoir, je dirais, des cours sur mesure. À chaque émission, nous apportons également quelques conseils. Nous allons voir rapidement, c'est l'impact du taux de change sur la rentabilité des entreprises. Le taux de change. Donc, aujourd'hui, nous sommes à environ 75 gouttes pour $1. Ceci va avoir un impact sur la rentabilité des entreprises, dépendant si on a un actif important ou un passif important. Donc, les entreprises qui ont beaucoup d'argent en dollars et des comptes à recevoir en dollars, vont devoir déclarer ou bien
comptabiliser ou reconnaître un gain de change en fin de période. Et celles qui ont un passif important aussi, les dettes envers les fournisseurs, les dettes envers les créanciers qui sont en dollars, ces dettes-là converties en good, eh bien, parce que nous avons 75 good environ pour $1, eh bien, ces entreprises-là vont avoir une perte de change. Donc, ça veut dire en pareil cas, le taux de change a une incidence sur la rentabilité des institutions. À cette émission, qui a pour thème éthique et fonctionnement de l'institution, eh bien, ce sera l'occasion pour nous de débattre d'un sujet important, le comportement, l'attitude, et surtout de voir comment l'homme peut faire la différence dépendant de ce qu'il projette comme image, de son attachement aux valeurs. Donc, c'est une émission d'une grande portée et nous avons fait appel aussi à quelqu'un qui s'y connaît, puisque Professeur Duval enseigne l'éthique, tant pour l'ordre des comptables qu'à travers les universités. Donc, on parle d'organisation, on parle de la famille, on parle des institutions publiques, on parle des entreprises, on parle des associations, des syndicats, etc. Donc, Professeur Duval, eh bien, on va voir comment l'éthique, son poids dans la gestion des institutions. Donc, la première question à vous poser, faites un petit rappel conceptuel. Vous aimez ça aussi, pas vrai? Pour pouvoir éclairer la clientèle et l'auditoire sur le concept même d'éthique et son impact sur, je dirais, le vécu des gens. D'abord, la première chose avant d'arriver à une définition, c'est de partir de la différence qu'il y a entre la morale et l'éthique. Parce que très souvent, quand on parle d'éthique, les gens pensent seulement au contenu moral. En effet, dès qu'on parle d'éthique, il y a la morale, c'est-à-dire un certain nombre de règles, de normes, mais aussi de valeurs orientées vers la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et aussi entre les choix de société qui sont susceptibles de conduire à la cohérence sociale, au bon fonctionnement social, et aussi les choix qui sont des choix quand même mauvais. Cela dit, quand on parle d'éthique, l'éthique va plus loin que les normes et les valeurs morales. L'éthique va embrasser aussi les convenances sociales. Convenances sociales, c'est-à-dire les engagements, les ententes que nous établissons pour pouvoir fonctionner en société ou encore à l'intérieur d'un pays, etc., etc. Deuxièmement, l'éthique va embrasser aussi le respect en général des grands symboles, c'est-à-dire la vie, l'autre, la mort aussi, et le drapeau, la nature, etc., et la culture. Très bien. Et quand on dit respect des grands symboles, c'est là où l'éthique va dépasser la morale, dans certains cas, quand il est dépassé par laisser la morale de côté, mais aller plus loin que la morale pour pouvoir comprendre les différences entre les personnes, les sociétés, les groupes, etc., pour pouvoir venir avec des nuances. Par exemple, sur le plan moral, dans les 10 commandements, vous ne tuez point. Ça, c'est une norme. Ça, c'est une règle morale. Mais la société a compris qu'il y a des circonstances, par exemple, où on doit faire un choix entre sa propre vie et celle, par exemple, d'un autre. Notamment de quelqu'un qui vous attaque, etc. Oui. D'où, par exemple, sur le plan éthique, on va dire c'est bon, il ne faut pas tuer, mais on va comprendre aussi qu'il faut nuancer la règle. Oui. Et c'est pourquoi on parle, par exemple, de cas de légitime défense, par exemple, pour pouvoir nuancer. Autre chose, l'éthique, dans le cadre des convenances et des grands symboles, l'éthique va prendre en compte aussi les lois. Les principes d'équité, de justice. Et quand on dit loi aussi, ça veut dire adaptation
à un pays, un contexte donné, du traitement d'un cas, soit litigieux ou bien d'un cas est nécessaire pour pouvoir orienter la vie. À côté de la loi, l'éthique aussi va embrasser, notamment pour les institutions, ce qu'on appelle la discrimination positive. Dans une société, par exemple, il y a des règles. Par exemple, je dois travailler pour manger, mais l'éthique va aussi considérer que certaines personnes, certains groupes ne recevront pas forcément la même dotation qu'une autre. D'où, en vertu du respect même de la vie de ces grands symboles, l'éthique va aller au-delà pour dire que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont plus sur le plan économique, ont la responsabilité d'aider les autres et pas de les favoriser. C'est pourquoi dans des sociétés, vous allez voir que dans certains cas, il y a des préférences aux enfants, aux aveugles, aux femmes enceintes, etc. La discrimination positive qui rentre aussi et qui vient nuancer certaines règles morales pour tenir compte des différences de base qu'on peut trouver dans une société. Remarquez que aussi l'éthique va traverser toutes les sphères de la vie en général. C'est-à-dire dans tout ce qu'on fait, dès qu'il y a deux personnes en présence, il y a des règles qui s'imposent et qui ne sont pas forcément des règles morales. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous vivez tout seul chez vous dans une maison, quand vous recevez un ami et que vous lui dites pour 3 jours, 4 nuits, voici votre chambre, cela, sans parler de morale, cela vous maintenant limite dans votre maison même que vous ne pouvez pas et vous introduire dans la chambre à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, même si c'est votre maison. Autrement dit, l'éthique va venir avec ce qu'on appelle des applications pour fixer des limites et pour fixer l'étendue des règles. L'engagement, responsabilité. Responsabilité, etc. Donc, cette distinction est fondamentale pour voir que l'éthique, tout en embrassant la morale, va au-delà de la morale et sur d'autres aspects qui permettent de garantir la cohésion sociale. Ce qui fait la différence, c'est que entre l'éthique sur le plan général, bien d'une institution, c'est la finalité. La finalité parce que l'éthique, vise la cohésion sociale, c'est-à-dire bonne relation entre toi et moi, bonne relation interpersonnelle entre des gens qui vivent dans une communauté, dans une société, bonne relation au sein de la famille, l'État, etc., etc. Deuxième aspect, c'est que l'éthique, en plus de cette cohésion sociale, vise aussi le progrès. Le progrès en termes d'avancement individuel, d'avancement collectif, mais aussi le progrès en termes de responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Et c'est pourquoi, dans une société où on ne regarde pas le fonctionnement actuel et le fonctionnement futur, il y a un problème. C'est au nom de l'éthique, par exemple, que nous décidons à 80 ans de mettre, par exemple, un arbre en terre. Très bien. Pour pouvoir créer un sillage pour les autres. C'est au nom de l'éthique, par exemple, que les dirigeants ont la responsabilité non seulement d'organiser la société pour un mieux-être aujourd'hui, mais aussi de prévoir aussi pour les générations futures. C'est pareil, la famille aussi. Pour la famille, etc. Donc tout ça, c'est l'éthique. Et comme nous devons parler de l'éthique des institutions, je peux en profiter aussi pour rapidement, non pas définir, parce que c'est tout à fait, je dirais, évident. Quand on parle d'institutions ici, il y a non seulement toute structure organisée comprenant plus de 2 personnes, c'est-à-dire une personne ou plus d'une personne, c'est un embryon où va se pratiquer l'éthique, mais aussi il y a les structures de base de la société, sur la famille, l'église, l'école, etc.
Et puis, il y a aussi les structures de production en général, les structures de commandement. Et on peut dire par exemple que quand on parle d'institution, on peut voir aussi bien une organisation créée par 2 ou plusieurs personnes qu'un pays dans son entier, l'État, ou encore le monde comme, je dirais, un bloc organisé. Toute structure organisée est concernée par l'éthique, jusqu'à la structure étatique, jusqu'à la structure mondiale. C'est-à-dire parce que quand on considère l'interdépendance, le fonctionnement, les échanges entre des pays, entre des peuples, tout ça doit être régi par des normes éthiques. Et autre chose, c'est que quand on dit l'éthique institutionnelle, l'éthique va tenir compte aussi du respect de la loi, de sorte que lorsqu'on veut traiter les problèmes sociaux et politiques, tout raisonnement qui tend à dire qu'on va chercher là une solution, soit juridique, une solution politique séparément, c'est toujours une solution pas tout à fait amorale, mais contraire à l'éthique. Parce que finalement, l'éthique ne fait pas cette distinction. Et c'est une piste quand même de problème, surtout pour nous, parce que nous avons tendance à dire que, bon, là, c'est quelque chose qu'on va traiter sur le plan politique, il faut pas l'éthique, ou bien sur le plan, je dirais, juridique, il ne faut pas l'éthique. En principe, l'éthique embrasse et la politique, l'éthique embrasse et la justice, et je dirais tous les aspects du fonctionnement de la vie. Et quand on essaie de traiter un conflit en tenant compte des éléments d'ordre éthique, quelle que soit la nature du conflit, on arrive à des solutions plus faciles, plus aptes à introduire et à faire pérenniser la cohésion et le vivre ensemble. Voilà par exemple pour, je dirais, faire cette mise en contexte, si on veut, de l'éthique institutionnelle. Donc l'éthique est transversale, elle concerne à la fois le volet politique, social, juridique de la vie en général. Oui. Mais M. Duval, si nous parlons éthique et organisation, le mode de désignation des dirigeants, que l'on parle pratiquement des associations, on parle de la famille, jusqu'à arriver par exemple aux institutions nationales, ceci a un poids. L'élément déterminant, c'est par exemple l'élément de confiance, l'élément de rendre compte, de reddition de compte. Est-ce que tout ceci concerne également l'éthique? Tout ça concerne l'éthique, et avant même cette affaire de désignation, de nomination de responsables d'une organisation, etc., il faut voir les règles qui doivent régir les organisations. On n'aura pas le temps d'en parler ici dans une émission d'1 heure qui est très courte, mais on peut déjà comprendre que même si c'est exprimé ou c'est tacite, dès qu'il y a organisation, dès qu'il y a réunion de 2 personnes, il y a des règles sous-jacentes qui sont là. Pour les organisations formelles, les entreprises, l'État et autres, il faut partir d'abord de ce qu'on appelle une mission. Quand on dit la mission, c'est dire même si nous sommes là aujourd'hui à parler entre amis, il y a une mission sous-jacente. Nous nous amusons, nous régissons la vie des autres, nous voulons faire progresser l'éducation, il y a une mission. Très bien. Et la mission découle d'une vision, d'une compréhension que nous avons, de ce qu'on va faire. De sorte que, et pour donner un exemple, et si nous devons, je ne sais pas, assister à un mariage, aller à un enterrement d'un parent, nous allons automatiquement nous habiller d'une certaine façon et prendre une certaine posture. Donc la mission est là. Si nous allons à la plage, même si c'est le même groupe, nous allons nous habiller différemment. Et si je me présente à la plage habillé comme ça avec une veste, déjà tout le monde voit qu'on est à côté de la plaque.
Donc, le problème qui se pose, c'est que la mission, c'est pour agir. L'action, maintenant, doit s'aligner à ce qui est défini comme mission, à ce qui est défini comme vision dans une organisation. Et c'est là où ça pose problème. Et très souvent, nous voulons définir les normes, la vision, la mission et les normes, les règles de fonctionnement, et agir d'une autre manière. Ça, c'est une, je dirais très souvent, c'est une source de conflit social. Parce que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Et quand nous disons que nous voulons faire telle chose, quand nous nous engageons à réaliser telle mission et que ce que nous disons, nous faisons le contraire, ça pose problème. D'où le premier grand principe, c'est l'alignement entre la vision, la mission et l'action. Pour un pays, c'est pareil. Je vous promets 12 fois que je vais et normalement donner les conditions pour que vous ayez de l'eau. 12 fois ça passe, mais je vous mens. Il y a une 13e, une 14e fois, ou bien même une 8e fois, où je vais vous dire, arrêtez mon cher, c'est pas ça, et nous allons être en conflit. Or, c'est ce qui manque très souvent, c'est cet alignement entre mission et vision. Observez, par exemple, dans notre société, et comment les dirigeants sont enclins à vous dire que, ah non, là, c'est une affaire politique, on va faire une telle position, là, c'est une affaire technique, on va avoir une telle position. Dans toute approche de résolution de conflits, ou bien approche de création de cohésion, dans toute mission, il est essentiel de toujours regarder l'autre. Dès qu'on dit ça, c'est politique, on oublie l'autre, ça devient source de conflit. Finalement, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que le premier grand principe de l'éthique, c'est la cohésion sociale. C'est le vivre ensemble. Or, pour évaluer si une institution et une organisation est sur la voie éthique, en plus de l'alignement mission, vision, action, qui n'est pas suffisante, parce qu'en matière commerciale, je peux avoir pour objectif principal de réaliser du profit. Maintenant, quand je fais du profit, que je ne regarde pas l'autre qui a faim, je ne me donne pas une mission complémentaire dirigée vers l'autre, je suis déjà en conflit, et particulièrement dans les contextes où il y a la pauvreté, il y a la misère, etc. Et moi-même, j'ai toujours regardé les débats avec un certain recul, parce que je regarde très souvent la dimension éthique. Il y a très peu de débats, depuis une trentaine ou quarantaine d'années, que moi, j'ai un peu de connaissances que j'observe. Parce que je dois vous dire que j'ai été initié très tôt à la philosophie morale, au niveau de ma famille particulièrement, à l'église, mais surtout avec l'accompagnement des pères de Sainte-Croix. Parce qu'on avait dit que bon, il y avait une aptitude pour ça. On était initié à ça très tôt, pendant mes études secondaires. Et j'ai appris à regarder les choses aussi avec ce complément éthique. Et les débats politiques aujourd'hui, les débats sociaux, ce sont des débats un petit peu toujours étriqués, toujours parcellaires, parce que orientés vers uniquement un aspect qui intéresse un interlocuteur qui va tout défendre, dans un sens ou dans un autre. Alors que le problème social doit toujours être considéré sous plusieurs angles ou bien en fonction de plusieurs dimensions. La dimension principale, si on veut corriger, si on veut améliorer les relations sociales, les relations économiques, c'est toujours la prise en compte de l'autre. Et cette prise en compte de l'autre, certaines personnes reçoivent le don tout naturel de comprendre cette dimension sans avoir à obtenir des explications ou bien des exemples. Donc, il y a des gens qui naissent avec cette dimension, je veux dire, cette sensibilité éthique innée. Mais il y a quand même une dimension que la société doit donner. Et cette dimension que la société doit donner,
doit venir de l'éducation. Et c'est là où, quand on parle d'éducation, il ne parle pas d'instruction scolaire et autres. Dans toute institution, il doit y avoir formation et éducation. Éducation à l'éthique, sous-entendu, éducation à la vie ensemble, la vie communautaire, etc. Voilà par exemple l'aspect quand même général sur la question. Si on parle maintenant du choix des dirigeants, c'est un domaine très très complexe si on le transpose sur le plan, je dirais, social et politique. Parce que le choix va dépendre, le bon choix va dépendre de la compréhension par tous ceux qui doivent choisir, de la mission qu'on se donne, des objectifs qu'on se fixe et du mode de vivre ensemble qu'on veut adopter. Or, c'est là tout le dilemme, faute d'une éducation massive sur la question, faute de la définition de lignes institutionnelles pour enseigner l'éthique, nous perdons nos repères et nous avons quand même des sociétés un peu trop divisées sur l'essentiel. Et si on se réfère par exemple à certains exemples connus, remarquez comment, par exemple, Gandhi a fait sa révolution. Ce n'était pas avec les armes et autres, mais c'était avec des idées véhiculées à travers toutes ces idées sur, je dirais, la non-violence. Et remarquez comment, par exemple, certaines révolutions en Chine, en fait en Orient en général, ils fait, mais c'est avec des idées que tout le monde a accepté. De sorte que, pour conclure cette partie, contrairement à ce qu'on pense, s'il y avait une formation éthique de base, un consensus sur l'éthique, vous n'avez qu'à fonctionner avec le pays sans loi, vous avez bien moins ce problème. Tout le là, c'est que, il y a 2 verres de l'eau, je vais prendre 2, c'est nous 2 qui là, je vais prendre tous 2 pour moi. Tout le là, c'est que, au XXe siècle particulièrement, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, en pile pays, tant qu'Haïti, qui pauvre, rentrer à suivre une nouvelle conception éthique, peut-être qui prend naissance, pas qui prend naissance, mais quand même qui vient formaliser beaucoup plus en Europe, en Amérique du Nord, ce qu'on appelle l'éthique minimale. C'est-à-dire, avant, il faut tout le monde ait conscience morale, retourner vers l'autre. On est venu avec de nouvelles conceptions qui disent que l'éthique doit être minimale et tout ça qui n'est pas nuit monde, on peut faire. Depuis son bail qui nuit peut-être moins seulement. Alors qu'on ne peut pas savoir ce qui nuit aux autres. Par exemple, il y a des gens, s'il y a passé dans la rue là, en motocyclette, frappant l'autre monde, on a senti douleur dans le ventre. Donc, on ne peut pas connaître qui ça a affecté l'autre là. Et pour conclure, c'est que, qu'on soit en politique, qu'on soit en économie, etc., qu'on soit dans l'entreprise, à l'église, etc., la clé, quand nous agissons, est-ce que notre action qui nous satisfait à nous va aussi donner même un minimum de satisfaction à l'autre? Voici la question fondamentale. Très bien. À cette question fondamentale, à savoir, est-ce que l'action, le comportement qu'on a une incidence positive sur l'autre, sur la communauté, sur l'environnement en général. Mais alors, à vous entendre parler aussi, je crois déceler la relation entre l'éthique et la compétence également. C'est-à-dire, on fait appel dans le processus, je dirais, décisionnel à quelqu'un, et bien ce quelqu'un, pratiquement, en fonction de sa compétence, il peut aussi refuser. Ce n'est pas un déni, ni un manque de courage. Donc, l'éthique entraîne, je dirais, la capacité de s'auto-évaluer. Est-ce que les organisations, les institutions, les pays n'ont pas besoin aussi de ce recul? Normalement, il y a des principes de base de l'éthique des organisations, l'éthique des professions, etc.
qu'on ne va pas développer ici, c'est très philosophique dans certains contextes, dans certains cas. Surtout pas. Mais d'abord, l'intégrité. C'est-à-dire pratiquer la droiture, l'honnêteté, la transparence dans son fonctionnement, c'est un principe général. Vous parlez de la compétence. En matière d'éthique appliquée aux professions et, je dirais, à la gouvernance en général, la compétence, c'est un principe de base. Très bien. Principe de base, même pas si on a frontière dans ça, plus ou moins. Oui. Parce que même on fait confusion. Alors, quand on dit compétence, on va au-delà de la conception ancienne que, quand on dit compétence, ça veut dire formation. Moun qui est à l'école compétent, moun qui a une formation. Ah, monsieur compétent parce qu'il a un doctorat. Ce n'est pas vrai. En matière sociale, en matière de gouvernance, et je vais dire quelque chose de très fort, au cas où un meilleur président avec un équipe qui est honnête, qui pense à l'autre monde, et qui a une capacité pour le comprendre, qu'on a qui fait les plus grandes études. S'il n'a pas une sensibilité, cette sensibilité éthique, cette conscience morale maximale qui va vers les autres. Parce que s'il n'a pas un nègre là, et puis bon, je ne sais pas un qui là, je ne sais pas aider à traverser la rivière. Bon, me dit monsieur que mon cheval, là, je traverser la rivière, il me traverser la rivière, m'a baillé. Bon, rivière, mon cheval, m'a baillé, m'a pris. Et puis, l'arrivée, monsieur, mon cheval, il montait, il quittait à terre, ou bien monsieur, peut demander à son pour lui, m'rabo. Donc, ça, c'est le premier aspect, je pense, qui est très, très important. Là, on a parlé de gouvernance. Quand on dit compétence, ce n'est pas seulement la formation, la compétence aussi, c'est la capacité contextuelle. Compétence, c'est un bail définitif. À comprendre une situation et à trouver des solutions appropriées. Or, il y a un problème, c'est que en matière professionnelle, institutionnelle, quand nous ne sommes pas compétents et qu'on nous appelle à de grandes fonctions, à des tâches importantes, conclusion, nous fait bailler au mal. Ou bientôt, parfois nous arrivons à faire bailler là bien, mais à un prix qui est excessif. Exemple, une mission, vous faites, vous prenez sur le plan comptable, sur le plan fiscal, sur le plan, ça nous travaille là-dedans plus. On n'est pas contre bailler là, il prend mission quand même. Ou t'es qu'à faire dans 3 jours, mais un client qui ne connaît pas, monsieur dit, c'est 30 jours. Mais 30 jours, c'est 18 jours pour l'apprendre, pour chercher un monde pour aider le faire. Et 7 jours pour le comprendre ça, mon n'a pas faire. Chercher tout ça rentre carrément dans sa nouvelle corruption. C'est-à-dire, ou compétent, ou agir plus vite, ou agir mieux, ou faire bailler plus bien, les bons pour sociétaire, moins de coûts, moins de problèmes. Ou pas compétent, prendre tout, l'on va faire travail là, conflit. Etc., etc. Donc la compétence, ce n'est pas seulement la formation, c'est quelque chose de très, très dynamique et conceptuel. Autre chose. Sur le plan éthique, mais sur le plan aussi de la gestion en général, nous connaissons ça déjà, la compétence est contextuelle. Pas de monde qui est compétent dans toute bagaille, ça n'a pas existé. C'est relatif. Très bien. On est compétent pour un poste qui est plus haut ou pas compétent pour un poste qui est plus bas. Très bien. Si des fois, nous ne pas comprendre ça très bien. Exemple, je considère pour ma part que il y a un monde qui a un bon sens de la direction, bonne sensibilité éthique. Il n'a pas besoin qu'on bien qu'à diriger au plus haut niveau. Et pourtant, il n'y a pas qu'un ministre, il n'y a pas qu'un directeur général qui est plus technique. Très bien. D'un côté, chef de service là a besoin de plus de compétences techniques que ministre là, très bien. dans le domaine là. Donc, puisqu'on parle de compétences, on parle de compétences, on parle d'éthique. Et là, c'est une question, je dirais, d'importance pour tous. On prend une pause. On vous revient.
Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 346e édition de la série Oak Magazine qui vous renseigne sur la comptabilité et aujourd'hui sur l'éthique et le fonctionnement des institutions. Notre invité est le professeur Luthner Duval. Professeur Duval, avant la pause, on parlait des relations entre l'éthique et la compétence. Vous avez fait remarquer que la compétence, elle est conceptuelle, elle est contextuelle. Relative. Elle est relative. Donc, ça veut dire que la compétence n'est pas liée nécessairement à un ensemble de connaissances théoriques. Donc, c'est la capacité d'adapter la situation qu'on a sous contrôle, sous étude, à pouvoir trouver des solutions appropriées. Donc, professeur Duval, à travers ceci, vous avez dit comment les dirigeants, pas vrai, quelle que soit l'organisation considérée, doivent-ils se conduire, se comporter? D'abord, je ne vais pas directement viser le comportement des dirigeants. Je vais surtout viser le comportement des dirigeants potentiels. Par potentiel, j'entends les enfants, les jeunes, ou encore même les adultes qui sont des aspirants à une fonction. Avant d'avancer là, je vais faire une précision. C'est quelque chose qui me chiffonne. Remarquez comment, et si vous écoutez la radio, la télévision, comment nous avons beaucoup d'intellectuels qui théoriquement connaissent les règles, les normes, les principes. Ils se comportent aujourd'hui en fonction d'une certaine manière, très répréhensible. Demain, ils ne sont plus en fonction et ils vous parlent de toute la théorie, de tout ce qui est convenable. Et ils parlent d'or, ils parlent bien. Le dilemme ici, c'est que, en plus des connaissances théoriques, on a besoin de savoir faire quelque chose de concret dans sa vie. Et c'est là un dilemme. Très souvent, les dirigeants, surtout au niveau politique, au niveau social, qu'on se choisit, ce sont des gens qui savent parler, mais qui ne savent pas vraiment profondément faire quelque chose. Quand ils savent faire quelque chose, ils savent le faire pour eux-mêmes et pas pour la collectivité, la famille, etc. D'où un grand dilemme qu'il y a dans cette affaire de comportement de dirigeants. Autre chose. Regardez comment les comportements répréhensibles au niveau politique, au niveau social, se reproduisent. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a des gens de bonne volonté qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas dans la politique, etc., un peu partout, qui voient que les gens qui dirigent les gens fait mal, qui parlent, qui plaignent de toute chose là, mais qui pas jamais préparé eux-mêmes pour eux. Puis au conseil, on va le faire. Il n'y a pas des repères. Il n'y a pas des lignes d'action, il n'y a pas des expériences. On va que il y a deux personnes qui dit qui traitent. Parce qu'il fait 20 ans qu'il parle contre un bagage et puis là, en fonction, il fait même bagage là. C'est parce qu'en fait, mon tas individuellement n'est pas préparé. Deuxièmement, socialement, il est envahi par un certain nombre de schèmes qui fait le croire que l'elle parle d'un problème là tout résoudre. Et nous avons une masse critique de gens qui vivent comme ça, qui croient être capables de donner la solution parce qu'ils ont bien identifié le problème, ils ont pu écrire un texte de 3, 10, 20 pages. Ils ont pu voir que le système ne fonctionne pas parce que le système ne fonctionne pas. Parce qu'ils voient ça, ils comprennent. Ça ne garantit pas qu'on puisse nous donner la solution. On peut être compétent pour voir le problème et ne pas être compétent pour le solutionner. C'est deux choses. Autre chose, on n'est pas compétent pour les solutions, même si on est individuellement, je dirais, formé et même expérimenté, lorsqu'on n'est pas capable
d'écouter les autres, de se changer soi-même pour pouvoir aller vers le changement avec d'autres. Remarquez comment l'individualisme frappe les actions de nos hommes politiques et autres. Je dis à sa vie, il dit, ok, son verre pour nous gagner, son verre clair pour nous être de l'eau bien. L'autre là dit non, les verres dans de l'eau, son verre noir pour nous faire, il faut noir pour nous pas de l'eau. Il y a un tas de choses comme ça. C'est parce que généralement, nous n'avons pas regardé ni société, ni le sillage vers l'avenir que nous avons dit, ni les autres. C'est fondement, ça peut-être m'a répété tout en bas et là, parce que c'est important. Mais c'est le fondement. C'est qu'il faut être capable de travailler avec les autres, parce que très souvent, même dans les mauvaises idées, il y a des lumières qu'on peut recevoir pour pouvoir orienter des actions. Et c'est le plus gros problème nous gagnons. Moun ne pas travailler avec moun ni tant de moun. Maintenant, quand on parlait de formation, un problème de formation qu'il y a aussi sur le plan éthique, c'est que la perception que quand nous avons fait des études avancées, que nous sommes les plus compétents, les vignes ont une incidence sociale tout. Très souvent, nous venons condescendants, nous pas descendons par exemple, plus bas niveau, et c'est ça relais nous pas atterri. C'est ça. L'autre chose encore, c'est que nous sommes très souvent déformés par notre propre savoir. Là où nous manifestons grand savoir, là, nous sommes déformés par lui-même. Parce que quand on est imbu de soi-même, qu'on pense que dans ce domaine, on sait tout, on refuse d'écouter l'autre et de profiter des nuances. Et c'est pourquoi la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on doit non seulement aller vers l'autre, mais aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du savoir. C'est-à-dire, cette économie basée sur le fait que le savoir est infini et que l'homme qu'on aime partager la voix, ou bah mon idée, et puis m'augmenter pas maintenant pour gagner tout sans que je ne pas perdu, ça me déconne. Et si on en a nous besoin sur le plan social, sur le plan politique ici, et je peux dire que l'heure qu'on y a là, dans le temps moderne, ça, un dirigeant pas bien ça, ou vient comme un dirigeant qui n'est pas éclairé. Très bien. Alors, professeur Duval, l'éthique est certes transversale. Puisqu'on parle de comportement des dirigeants, vous avez fait remarquer que vous voulez prendre en compte les prospects en termes de dirigeants. L'approche est une affaire bonne, à savoir que tout un chacun doit se préparer à diriger, maintenant se diriger, mais en pensant à l'autre. Professeur Duval, est-ce que le fait, par exemple, par l'éthique, de ne pas être incorporé dans la loi, ceci ne pas facilite pas non plus les écarts éthiques? Le problème qui se pose, ce n'est pas dans la loi qu'il faut incorporer l'éthique. Dans la mesure où il faut savoir aussi que si l'éthique est transversale, générale, l'éthique est aussi, bon, c'est une expression un petit peu chose, mais asymétrique. C'est-à-dire, l'éthique là pas à sens unique dans toute bagaille. Très bien. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut qu'on arrive à instituer les grandes lignes de comportement de toute organisation du pays aussi. C'est sur les grandes lignes qu'il faut avoir un consensus. Moi, je pensais à la formalisation de l'éthique. Remarquez que, à mon avis, les lois sont suffisamment influencées par l'éthique, fondamentalement. Très bien. Le problème, c'est que, très souvent, les hommes politiques, quand je dis hommes politiques, je ne parle pas seulement d'exécutifs, même ceux qui exécutent les lois, etc., même sur le plan judiciaire et autres, pour leurs besoins personnels, ont souvent tendance à chercher des échappatoires pour diviser les lois selon une distinction imaginaire entre la loi et l'éthique. Je vais vous dire, regardez la Constitution, toutes les constitutions, dans tout pays où vous passez, vous appelez, vous pouvez que vous visez quand même pour faire le monde vivre bien ensemble. Mais c'est le ton cas, oui, des fois c'est le monde qui est là pour faire la bien ma chère, qui dit que ah non, nous prenons ça sous tel plan, sous tel autre plan. Mais c'est facile.
pour que nous font société nous dit que nous apprenons si moun à l'école tout dans la formation dans d'autres bagailles que l'arrivée sous table là si vous 6 moun, il y a 6 fusil pas commencer à prendre 2 parce que il y a 6 moun, il faut qu'on regarde ça sous table là avant de commencer à manger. Moun pas regarder son table parce que m'a parle au bail de base. Moun pas regarder son table les yo à nos réceptions les en côté avec moun en pile moun comme ça, on pas dire tout le monde mais pile moun majorité moun comme ça. Il faut regarder ce qu'il y a sur la table et qu'est-ce qu'il y a autour de vous. C'est des choses comme ça qu'il faut apprendre, qu'il faut enseigner dans les familles, à l'école un peu partout, qu'il faut aussi généraliser dans toutes les filières de formation et d'enseignement. Il faut être gain ça, moun yo connaît et c'est des choses de base. Commencer sous commencer dans base là, moun nan pour venir évident. Là on paraît nos réceptions, on est vu couper moitié gâteau et gain 20 moun là, il pas même comme ça le faire. Mais s'il t'apprend déjà que oui, c'est un partage entre nous. Il t'a fait pour gâteau, il t'a pas le fait tout. Laisser 10 milliards au bail gérer. Il ne faut pas prendre les choses à un niveau exceptionnel. De même que, par exemple, vous allez voir que, en matière de gouvernance, on parle toujours de transparence, de lutte contre la corruption. Prenons l'exemple en Haïti. Si on regarde Haïti, sur les 20 à 25 dernières années, je suis toujours intéressé à ça, Haïti a plus de progrès qui fait au point de vue de l'acceptation du discours de la lutte contre la corruption. En dehors de tout ça, on dit, premièrement, on voit que tu as une époque, si on n'a pas fait une émission là, sur la corruption, on ne va pas faire. Ça a 40 ans, on ne va pas faire à l'aise. On est capable de parler de ça, on va faire toute bagaille bien à l'aise. Deuxièmement, sur les 25 dernières années, il y a pile d'institutions qui créent en Haïti. Bon, puis récemment, on a dit UCREF, ULCC, CONAL, même récemment, en 2013-14, et ils prennent un code de déontologie de la fonction publique, bien que même les gens qui prennent là ne pas parler de lui. Parce que ça, c'est là le dilemme avec l'éthique. On n'a pas un minimum, nous, on doit prendre loi pour ne pas le présenter. Parce que tout le monde a dit son plaisanterie. Ah, monsieur qui a présenté l'éthique, ça, son plaisanterie. Il faut qu'il y ait cet alignement dont je parlais tout à l'heure entre l'action et la mission et la vision. Mais de toute façon, vous allez voir que quand on parle de lutte contre la corruption, je dis que c'est quelque chose de très très important, mais de très limité, c'est un paradigme. Tout seul, c'est un paradigme. Il faut compléter là avec l'éducation à l'éthique, à la base. Parce que la lutte contre la corruption, généralement, c'est de gens qui appellent contre l'adversaire pour une chapelle, qui est politique, économique, faute d'éducation de base. C'est pourquoi la solution, ce n'est pas, je dis pas, c'est important, la lutte contre la corruption, tel que fait là, mais souvent, s'il va le résultat à long terme, c'est un paradigme. La solution, c'est l'éducation au civisme, à l'éthique, à la base, pour qu'il fait 20, 30, on m'a dit même 20 ans c'est trop petit. 30, 40, 50 ans, on va venir dans l'autre société. Autant qu'on monde dit la éducation, il n'y a pas de parti ça. Il va mettre dans toute bagaille, petit monde petit, grand monde, professionnel, peine perdue. Très bien. Alors là, M. Duval, on parle d'éthique dans les organisations, on voit responsabilité, on voit bonne gouvernance, transparence. Mais il y a aussi un aspect, je dirais, de récompense ou aussi, on voit pas, d'impunité. Donc, est-ce que quelque part, le fait de pouvoir, de sanctionner également les écarts de comportement, ceci ne rentre pas non plus dans le volet éthique? Tout à fait. La justice et l'équité, on l'a dit peut-être pas assez, mais on a souligné ça bien avant de cette émission. C'est deux pivots. Deux pivots importants, on a dit qui
plus important dans la question sociale, justice. Dès que le système judiciaire ne fonctionne pas, ou bien fonctionne mal ou trop mal, vous n'avez pas de système politique non plus. Vous n'avez pas de régime social non plus. Donc, c'est pour ça que je me dis que il y a un fondement éthique là, c'est le respect de la loi. Maintenant, je dis justice, quand je dis équité, c'est-à-dire, il y a non seulement la justice en termes d'application de la loi, mais une application égalitaire. C'est-à-dire qui n'a pas trop préférence par rapport à l'autre, etc. Comme ça. Et c'est pourquoi aussi, dans ce lot, nous avons parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la discrimination positive. Parce que c'est un contenu de l'équité aussi. Si je travaille, je gagne 2 pieds, je gagne 2 mains, et puis je me dote d'une intelligence, et je fais 1000 gouttes, mais on est tout qui n'a pas d'intelligence là tout. Qui est à l'école même, j'avais, qui fait effort, chacun prend la tête, il fait le mal. Chaque qu'on travaille pour le faire, ben la mettre simple, il ne va pas exécuter. Vous pensez à tout. Donc, justice, équité, regard vers l'autre, c'est ça nous devrait dire comme axe principal en matière éthique des institutions aussi. Donc, l'éthique de base, l'éthique qui est incorporée dans les corps de métier, les corps de profession, et l'éthique qui est aussi au niveau, je dirais, au niveau de nos législations. Donc, ce brassage, cet ensemble-là, concerne tout le monde. Tout le monde. Et comment, par exemple, peut-on influencer les comportements de nos dirigeants, des dirigés aussi, de manière à ce que nous puissions avoir un équilibre au profit de tous? Moi, je vais vous dire sincèrement, je comprends certaines problématiques. Je suis capable, si on me demande de préparer des outils, de proposer des choses pour qu'un groupe résolve un problème d'ordre éthique, mais je ne suis pas capable de comprendre les acteurs pour leur dire quoi faire, si je prends sur le plan individuel. Moi-même, je préfère, de préférence, m'adresser aux enfants, aux communs des mortels, plutôt qu'aux dirigeants politiques et autres qui agissent consciemment par intérêt. Notre grand problème, c'est le vivre ensemble. Et ce n'est pas dans la politique que ça se manifeste en premier lieu. C'est dans nos petites actions quotidiennes. Regardez comment, dans la rue, tout le monde qui conduit machine, tout à coup oppressé, laisse un petit grand monde ou bien un monde qui est important qui a traversé la rue. Comme temps, tout le monde commence à klaxonner. Regardez comment, si on a parlé de circulation, le campé pour bon monde passer, on qui est en difficulté, comment monde qui est dehors là, à la seconde, il y a un temps klaxonner. Ou bien comment, sous plus près, passer devant, tout à coup, il a besoin pour le dépasser autour. Incluant les motos. Regardez comment, quel que soit. Les motos. Les motos. Bon, on va par exemple. Regardez comment, quel que soit grosseur qu'on est ici, quel que soit grosseur la coule, là, le film j'en surette, il film j'en baille dans la machine, ils ont besoin tout de suite de jeter dans la rue. On ne va pas parler de gens qui ne un côté, non? Il y a des gens qui ont un côté, ils peuvent aller, ils peuvent même faire une zone de décharge pour la République, tellement ils ont terre. Mais les gens qui ont besoin, ils finissent jouer là pour la gueule dans la rue. On parlait de peut-être tout à tout le monde. C'est simple, je vais le dire là, qu'il est à un côté, s'il vient manger, il va regarder combien de monde il a. Il commence à prendre tout pour eux. Même si le monde n'a rien. On parlait par exemple tout à peut-être de monde qui est dirigeants. Tout. Comme un pasteur, on l'a qui veut faire un cadeau, après tremblement de terre, une chaise pour handicapés. Je gagne stock là, nous avons livré une pour moi. Mais mon Dieu, je peux toujours acheter une chaise si nous avons handicapé. Je parle à ces gens-là
qui pensaient à moi-même comme ami, alors que plein de pauvres dans la rue qui ont besoin de chaise. Et me disant bien ça, je parle à ces gens-là parce que je pense qu'il y a plus d'espoir. Mais je pense que pour le problème qu'on a résoudre, problème d'ordre éthique nous gagnons, problème politique et social, non. Il faut que nous pensions à l'autre, mais il faut que nous bâtissions une éducation pour nous avoir une masse critique de monde qui comporte comme ça. Quand tu as un monde qui est riche, dans le volet, il ne peut pas changer encore facilement. Quand tu as un monde qui est riche, dans le fait abus, il ne peut pas changer. Son seul bail qui a fait changer, si la justice agit contre eux, ou encore, deuxièmement, si bon Dieu veut servir avec eux comme instrument, les 40 ans pour changer. Mais à mon niveau, c'est aux enfants et comme des mortels que j'adresse mon discours. C'est fort ce que vous avez dit là. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fort. À vous et aux autres d'apprécier. Très bien. Ainsi prend fin la 386e édition de la série Magazine, édition qui a eu pour thème éthique et fonctionnement de l'institution. Nous avons choisi ce thème parce qu'il y a de ça 100 ans, l'armistice a mis fin à la Première Guerre mondiale. 1918-2018. Donc encore une fois, les hommes peuvent se comprendre. Et ils peuvent agir dans le sens du bien. Si 100 ans de cela, ceci a eu lieu, et aujourd'hui, c'est encore possible. Il faut apprendre de l'expérience des autres. Et c'est ce qui fait effectivement la différence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on peut. Il faut se connaître, il faut agir en pensant à l'autre. Comme a si bien dit sur Duval, éthique implique cohésion sociale. En pensant à l'autre, eh bien, on se met en question, on se remet en question et pourquoi pas, on s'auto-évalue. Et c'est la seule planche de salut pour une famille, une association, une organisation, pour un pays, pourquoi pas pour le monde. Nous disons un grand merci M. Duval pour cette émission remplie, je dirais, de leçons, de rappels. Et à vous, nous disons à bientôt. Et c'était uniquement pour vous informer, pour vous renseigner. M. Duval, un grand merci. Merci à vous et à Radio Télé Guinée.